point commun entre la chute de l'Empire romain et la situation actuelle des États-Unis? Vous n'avez pas une petite idée? L'Empire romain était immense. Et en gagnant du territoire, il pouvait aussi conquérir de nouvelles richesses. Et ok, il y avait une plus grande surface à contrôler, à surveiller. Mais de l'argent rentrait dans les caisses. Mais une fois le territoire obtenu, plus de pillage, donc plus d'argent qui rentre par ce biais-là. Donc finalement, les dépenses deviennent trop importantes par rapport aux recettes. Et voilà, fin de l'Empire romain. Bien sûr, c'est simplifié. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que maintenant vous l'avez le lien entre les États-Unis et la chute de l'Empire romain? Eh bien, les États-Unis ont une partie de leur économie qui est basée sur l'armement. Ils créent des armes, ça développe des emplois sur leur territoire, l'État finance ces emplois, mais finalement l'argent donné aux citoyens américains est une source de revenus également pour l'État. Imaginez que le président français décide de jour au lendemain d'investir massivement dans l'armement. Il faut créer des usines, des formations, donc beaucoup d'emplois. Et les retombées seront aussi directes pour le pays. Mais revenons sur les États-Unis. Les États-Unis sont sur tous les continents grâce à un monopole mondial. Les échanges sont indexés sur le dollar. Autrement dit, les États-Unis sont les seuls à pouvoir mettre de véritables sanctions économiques. Mais ça va peut-être changer. Dans notre monde, c'est les États-Unis qui disposent du dollar. Autrement dit, si n'importe quel pays veut faire un échange, les valeurs de l'échange seront basées sur la valeur du dollar. Et il suffit alors que les États-Unis décident de mettre des sanctions économiques sur un pays et ces échanges seront impossibles. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un autre endroit où on pouvait piocher et que la valeur de la monnaie, la valeur des échanges n'était plus indexée sur le dollar? Eh bien ça, c'est exactement ce qui se passe avec les crypto-monnaies. Les États, qui surtout ont des sanctions de la part des États-Unis, trouvent le moyen et créent leur propre crypto-monnaie pour pouvoir échanger avec d'autres pays. Et voilà, ils ne craignent plus les sanctions économiques des États-Unis. Game over, le monopole des États-Unis sur la monnaie. Mais peut-être que vous ne croyez pas dans le Bitcoin et vous pensez que ça va pas suffire. On va voir ça. Considérons juste l'argent. Si un pays veut emprunter de l'argent, il va demander à un autre pays qui en contient beaucoup, de pouvoir lui emprunter. Bien sûr, avec un intérêt. Jusqu'alors, les États-Unis contenaient la majorité de la réserve. Donc si un pays voulait emprunter, demandait aux États-Unis qui leur empruntaient pour une durée provisoire ou avec des intérêts et des avantages de l'argent. Par exemple, la mise en place d'une base militaire sur un autre territoire. Mais maintenant, la Chine est devenue le premier créancier. C'est elle qui détient le plus d'argent. Donc si un pays, notamment un pays africain par exemple, veut emprunter de l'argent, il ne va plus emprunter de l'argent aux États-Unis, mais à la Chine. La Chine prête massivement de l'argent, mais elle sait très bien que les pays africains ne pourront jamais la rembourser. Ne croyez pas que ça va être un cadeau, car le but avant tout, c'est de gagner. Mais alors, quelle est la stratégie? Chaque pays qui appartient à l'ONU a une voix. Allez, distribuons les voix sur l'ensemble des territoires. Imaginons à peu près que chaque carte représente une voix pour chaque pays. Sur les 193 pays qui composent l'ONU, 54 appartiennent à l'Afrique. Et à votre avis, les 54 pays, en sachant que c'est la Chine qui distribue l'argent et qui lui sont redevables, vous croyez qu'ils vont voter en faveur de qui? Autrement dit, en prêtant de l'argent, la Chine achète les votes à l'ONU. Et voilà, même l'OMS finalement est quelque part corrompu. C'est pas pour rien que Taïwan n'est pas reconnu comme un pays à part entière et ne fait pas partie de l'ONU. Merci la Chine. Ah! Les jeux se resserrent pour les États-Unis. Manche suivante. Mais oublions l'argent et parlons seulement de la force militaire. La puissance des États-Unis, c'est de garantir une aide militaire à condition que le pays lui soit redevable. Mais il s'agit d'un château de cartes. Pourquoi? Les accords sont signés en sachant que les États-Unis n'abandonnent pas leurs alliés. Mais que se passerait-il si une seule fois, juste une seule fois, ils n'arrivaient pas à tenir leurs promesses? Tous les autres accords ne seraient plus valables.
Prenez Taïwan par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Trump a affirmé son soutien en augmentant les visites ministérielles, en vendant plus d'armes, et montre ainsi que les États-Unis défendront Taïwan contre la Chine. Dès le début de son mandat, Biden a fait une démonstration de force en montrant sa puissance vis-à-vis de la Chine autour de Taïwan. Et la réponse de la Chine, également une démonstration de force assez impressionnante. Pour conclure, si les États-Unis perdent leur monopole au niveau financier, comment vont-ils mettre des sanctions économiques? Si ils ne sont plus la puissance militaire qui est capable de défendre vis-à-vis par exemple d'un empire chinois, comment vont-ils maintenir leur rapport avec les autres pays? Et s'ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, en sachant que leur économie est basée sur le développement de l'armement, pour la création des emplois, pour le financement des budgets, comment les États-Unis vont-ils s'en sortir? J'ai hâte de lire vos commentaires, et sur ce, je vous dis à la prochaine.